Évidemment, quand on est un adulte et qu'on aime ou qu'on estime un enfant, parce qu'on est son parent ou parce qu'on est son enseignant, eh bien, le réflexe qu'on a lorsqu'on voit qu'il se fait harceler, lorsqu'on apprend qu'il se fait harceler, c'est d'intervenir un peu comme un garde du corps, c'est de faire cesser les autres, c'est de se mettre finalement entre lui et ses harceleurs pour que tout cela s'arrête. C'est parfaitement logique et bien évidemment, il faut le faire lorsqu'on assiste à ce genre de situation, il faut les faire cesser immédiatement. Mais il faut bien comprendre que la plupart du temps, on va les faire cesser à court terme, mais pas à moyen terme. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, lorsqu'on intervient dans une situation de harcèlement, à la place finalement de l'enfant harcelé, en faisant à sa place stopper cette situation, on envoie, en tout cas on prend un risque d'envoyer 2 messages qui sont des messages implicites, ça veut dire des messages qu'on ne dit pas exactement avec des mots, mais que l'autre perçoit. Le premier message qu'on prend le risque d'envoyer, on l'envoie à l'enfant harcelé lui-même. En intervenant, on lui dit, sans le lui dire avec des mots, on lui dit en fait, tu n'es pas capable de gérer des comportements problématiques comme celui de tes harceleurs, et donc j'interviens à ta place parce que toi tu n'as pas les compétences. Et ça c'est un premier message qui est un peu embêtant parce que souvent les enfants harcelés, déjà, ils n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes sur ce sujet des compétences sociales. Donc on vient finalement un peu aggraver leur mal-être alors qu'on veut exactement l'inverse. Et le deuxième message qu'on prend le risque d'envoyer, c'est aux enfants harceleurs, en leur disant « Regardez, je suis là pour intervenir à la place de l'enfant harcelé parce que lui, il est vraiment pas capable de se défendre tout seul. » Et donc ça leur donne un signal que c'est vraiment une victime absolument idéale. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus efficace de ne pas se mettre entre l'enfant et ses harceleurs, mais de se mettre à côté de l'enfant harcelé pour l'aider à gérer ses comportements problématiques. Quand Dorian vient me voir, il a 14 ans. Et Dorian, en fait, il a une déformation de la cloison nasale qui fait qu'il a une voix un peu comme un canard, vous voyez, un peu nasillarde comme ça. Il parle un peu comme ça. Et du coup, quand il vient me voir, il me dit c'est un peu horrible parce que je vois bien qu'il y en a plein qui se moquent de moi, mais ils se moquent de moi derrière mon dos, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis dans la cour et je perçois qu'il y a des petits groupes autour de moi de 4-5 personnes et je les entends m'imiter, en fait, ou se moquer de moi, ou faire des messes basses en me regardant. Et je sais très bien qu'ils se moquent de ma voix et ça devient vraiment horrible parce que du coup, comme tout le monde se moque de moi, je suis tout seul, personne ne veut discuter avec moi, je suis un peu comme un pestiféré. Je lui demande évidemment ce qu'il a déjà essayé de faire pour que ces moqueries cessent. Et en gros, ce qu'il me dit, Dorian, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose parce qu'il sait pas quoi faire en fait. Surtout que les gens le font jamais en face de lui. Il me dit dans un premier temps, j'ai préféré ne pas en parler aux parents et notamment pas à papa parce que papa, c'est quelqu'un qui est très sanguin, c'est quelqu'un qui est très colérique et donc j'avais un peu peur de ce qu'il allait faire. Mais il y a des surveillants du collège qui ont prévenu les parents parce qu'ils ont constaté en effet qu'il était souvent tout seul et en observant un peu plus, ils se sont rendus compte qu'il y avait des groupes qui se moquaient de lui. Et le père de Dorian était en effet furibard, extrêmement énervé, très triste aussi évidemment, et très angoissé à l'idée que ça continue. Et il a voulu protéger son fils, à l'instar de beaucoup de parents du monde. Et donc, il a interrogé Dorian en lui disant « Mais quand est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils te font ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Etc. » Et Dorian avait pas du tout envie que son père intervienne au collège parce qu'il pensait que le risque, c'est que la situation s'aggrave. Donc, il lui a dit « Non, mais en fait, papa, ça se passe pas tellement au collège, contrairement à ce que t'ont dit les assistants d'éducation, ça se passe plutôt à l'arrêt de bus. » Et donc, son père lui a dit « Ça se passe à l'arrêt de bus ? Eh ben, je vais y aller, moi, à l'arrêt de bus. » Et donc, ce qu'il a fait, c'est que tous les matins et tous les soirs, pendant une semaine, il est allé à l'arrêt de bus avec Dorian. Et là, il a regardé tous les gamins qu'il y avait à l'arrêt de bus d'une façon hyper menaçante, un peu en mode bulldog comme ça, limite en grognant. Et il les regardait d'un air extrêmement menaçant. Et Dorian était super mal à l'aise. Évidemment, pendant cette semaine-là, quand il est arrivé au collège, tous les autres lui disaient et ton père, sinon, il est pas un peu bizarre, non il va en hôpital psychiatrique ou comment ça se passe ?» Donc, il m'explique en fait que ça a aggravé la situation de harcèlement parce qu'ils se sont servis de ce que faisait son papa pour l'humilier davantage. Au bout d'une semaine, Dorian a dit à son papa en fait, vraiment, ils ont super peur là depuis que tu es intervenu et donc ils ont complètement arrêté. Donc, je pense que c'est plus nécessaire du tout que tu viennes. Il a fait croire en quelque sorte à son père que ça s'était arrêté. Mais quand il vient me voir, ça s'est pas arrêté du tout, en fait, d'une certaine façon, sauf que il ne veut plus du tout en parler aux adultes, ni à ses parents, ni aux adultes de l'établissement.
Je lui dis, c'est affreux en fait ce qu'ils te font subir, c'est vraiment hyper horrible et je comprends que tu en as vraiment marre, mais je comprends aussi que tu plus confiance dans les adultes parce que pour l'instant, ce qui a été mis en place, ça n'a pas fonctionné. On va essayer, si tu veux, quelque chose de vraiment, vraiment très différent, mais ça va demander énormément de courage et moi, je te le dis en fait, Dorian, je suis pas sûre qu'à ta place, je serais capable de faire ce que je vais te proposer. Donc c'est toi qui décideras. Je lui dis, est-ce que tu penses que ce serait possible que la prochaine fois que tu te retrouves dans la cour et que tu sens, tu entends, tu perçois qu'il y a des groupes autour de toi qui se moquent de ta voix, est-ce que tu penses que ce serait possible que tu t'approches d'un des groupes au hasard, que tu regardes un des membres de ce groupe dans les yeux et que tu leur dises « Est-ce que tu veux que je m'approche un peu plus pour que tu m'imites un peu mieux parce que c'est pas brillant pour l'instant ?» Je sais que c'est hyper difficile et je comprendrai que tu n'aies pas envie de le faire. Si, je vais le faire, me dit-il, à la prochaine récré parce que, en plus, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu mis face à leur manque d'humanité. Je lui dis bravo Dorian. C'est ce qu'a fait Dorian, très courageusement, et les moqueries ont cessé. Cette première histoire nous montre que, en effet, il est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace d'aider l'enfant, de l'outiller, de l'épauler, de l'étayer pour que, en effet, il ait des choses à dire, des choses à faire différentes pour faire changer l'inconfort de côté, plutôt que d'intervenir à sa place. Parce qu'en intervenant à sa place, on ne le fortifie pas. Et même, on lui fait faire l'apprentissage que sans quelqu'un d'autre, sans un adulte qui fait les choses à sa place, il ne pourra jamais s'en sortir. Léa a 13 ans et elle m'explique que l'année précédente, son groupe d'amis, entre guillemets, s'est mis à la harceler de façon absolument horrible, en se servant en plus de confidences qu'elle leur avait faites, en l'excluant de façon temporaire, en lui faisant une réputation absolument horrible, en montant toute la classe contre elle. Elle a vécu vraiment une année absolument horrible. Elle en a parlé à la CPE, qui a convoqué le groupe des 3 filles, des 3 anciennes amies de Léa, et elle leur a fait la morale, elle leur a expliqué à quel point c'était inadmissible d'avoir ce genre de comportement. Elle les a punis, elle a convoqué les parents ont puni leur fille, et le harcèlement s'est arrêté. Donc Léa était vraiment très contente. Sauf que quand elle vient me voir, elle me dit « Ça a arrêté, c'est vrai, mais depuis, je suis toujours toute seule. Ça veut dire que plus personne me parle. Elle, pas du tout, et le reste du collège ne me parle pas du tout non plus. » Ça, c'est un événement intéressant parce que, dans notre recherche des idées reçues à combattre, on pourrait penser que le fait d'être isolé, c'est moins douloureux que le fait d'être moqué, par exemple, ou insulté. Sauf que la plupart du temps, c'est aussi horrible, en fait, en termes de souffrance, d'être comme quelqu'un d'invisible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais invité aux anniversaires, ou quelqu'un qu'on prend jamais dans les travaux de groupe, ou quelqu'un qui mange toujours tout seul à la cantine. C'est quelque chose d'horrible en termes de souffrance. Et là, eh bien, les adultes ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas intervenir. Parce qu'on ne peut pas forcer des enfants ou des adolescents à aimer un autre enfant ou un autre adolescent. On ne peut pas forcer des enfants ou des adolescents à jouer avec un enfant ou un adolescent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas sanctionner, le fait d'isoler quelqu'un. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé aussi sur ce sujet-là, pour aider ces enfants-là à créer des relations autres que celles qu'ils avaient vécues au préalable. À Léa, ce qu'on a dit, c'est, au fond, on va essayer de faire différemment. C'est-à-dire que on va éviter de s'intégrer dans un groupe parce que le groupe, en fait, c'est dangereux. Le groupe, on croit que c'est protecteur, comme une espèce de carapace de tortue. Mais en réalité, un groupe, c'est protéiforme, c'est comme un monstre à plusieurs têtes. Ça veut dire qu'il suffit qu'une des têtes n'ait plus envie que tu sois dans le groupe et toutes les autres têtes suivent la première. Donc, ce que je vais te proposer, Léa, c'est de faire une liste avec moi de 10 enfants que tu connais, dont 5 dans ta classe et 5 en dehors de ta classe, qui sont gentils, qui sont inoffensifs. C'est vraiment le seul critère qui doit t'aider à faire cette liste. Et puis une fois que cette liste est faite, je vais te proposer à chaque récréation de passer 1 minute, 2 minutes avec chacune de ces 10 personnes. Et on va, si tu veux, préparer les questions que tu pourrais poser ou préparer les phrases que tu pourrais leur dire. On va préparer aussi, si jamais il y en a un qui dit « mais pourquoi tu me parles ?» Eh bien, tu pourrais lui répondre « ah pardon, je croyais que tu étais sympa, excuse-moi, je me suis trompée ». Bref, on va créer une espèce de cordon sanitaire, comme si tu pouvais sauter de rocher en rocher avec ces 10 personnes et montrer que quand tu parles à 10 personnes, les 10 personnes te répondent. Parce que c'est là où tu te sentiras le plus en sécurité. Il ne s'agit pas, Léa,
évidemment de créer des amitiés, il s'agit juste de créer des relations qui vont te protéger dans l'enceinte de la cour de récréation. Parce que, encore une fois, un enfant qui peut interagir avec 10 autres enfants est un enfant protégé. Léa m'a dit, à la fin de la thérapie, « Je vais tellement mieux depuis que je vagabonde ». Cette histoire de Léa nous apprend qu'en effet, il y a un certain nombre de situations où l'intervention de l'adulte est littéralement impossible. Soit parce qu'en effet, les faits sont des faits d'isolement et qu'on ne peut pas les sanctionner, soit parce que les faits sont mis en œuvre de façon tellement souterraine, tellement indirecte, qu'ils passent totalement en dessous des radars de l'adulte. Je vous laisse en débattre entre vous et avec votre enseignant.